là on peut parler cinéma pour de vrai, parce qu'on va parler, mesdames et messieurs, de La Maman et la Putain. On va parler de Jean Eustache en vrai, parce qu'en fait Jean Eustache était prévu dans la tier list. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais la tier list est annulée. Voilà, il n'y aura plus de tier list pour l'instant. On la continuera quand je serai très connu et immensément riche. Mais la tier list, c'est vraiment trop de trucs, trop d'efforts. Regarder les films, faire les montages. Moi, c'était intenable à faire ça une fois par mois. Mais bref, du coup, à la base, Jean Eustache était prévu dans la tier list. Du coup, j'en ai regardé 4. Et j'ai commencé avec Le Père Noël a les yeux bleus. Donc peut-être qu'on doit en parler rapidement en vrai, mais j'ai pas fait de notes. C'est le premier que j'ai regardé. C'est un moyen métrage, il dure 40 minutes. Ça parle en gros avec Jean-Pierre Léaud. Mais il est où ? Là. Jean-Pierre Léaud d'un mec en fait qui veut juste taffer pour s'acheter un duffel coat. Voilà. Et en vrai, je vais pas en parler forcément que de lui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont rebondir sur d'autres films. Mais Le Père Noël et les yeux bleus, super manière de représenter la marginalité. Et Jean Eustache va grave tourner autour de ça. Tous ses films parlent de la marginalité, quelle qu'elle soit. Mais là, du coup, il y a vraiment un truc intéressant dans ce film où c'est filmé vraiment comme un documentaire. Malgré le fait que ce soit très écrit, faut le savoir, Jean Eustache, il contrôlait à la virgule près si ses acteurs disaient la bonne phrase. Voilà. Donc Le Père Noël et les yeux bleus, très très bien. C'est mon premier rapport à Eustache. Et après, j'enchaîne directement avec 3 heures et putain demi de La Maman et la Putain. Et je suis en mode, ok, ça fait longtemps que j'ai pas vu de long film. Est-ce que je vais aimer ? Et en fait, absolument. Et que c'est peu si honnête. Genre vraiment incroyable avec Jean-Pierre Léaud, avec Françoise Lebrun et Bernadette Lafont. Film du coup qui raconte en fait l'histoire de de Alexandre joué par Jean-Pierre Léaud, qui vit chez cette fille-là qu'on voit là avec les lunettes de soleil qui s'appelle Marie dans le film, et qui ils sont un peu en couple mais pas trop quoi. Enfin ils s'aiment, voilà, ils couchent ensemble et tout. Mais elle est plus âgée que lui, il vit chez elle, il taffe pas, c'est vraiment un parasite certains diraient. Hein. C'est Nicolas qui paye en plus pour tout ça, hein, vous savez, hein, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup il commence à tomber un petit peu petit à petit amoureux de elle qu'on voit tout en bas, la blonde qui s'appelle Véronica. Et du coup il y a une sorte de triangle amoureux qui se joue, sachant que même avant qu'il la rencontre, il est encore un peu sur son ex qui s'appelle Gilberte, mais je vais en reparler parce que c'est très intéressant le rapport aux acteurs et aux personnages dans le film, c'est vraiment une dinguerie. J'ai préparé un calcul, enfin une démonstration mathématique. Et bref, du coup, ce film parle de ça. Ça parle déjà d'une marginalité amoureuse en fait, parce que le fait d'être un peu à trois. Après là, le poster est un peu aguicheur, mais c'est pas une relation à trois qui est montrée dans le film. Vous verrez, genre si vous le voyez, c'est justement beaucoup d'ambiguïté et d'aller-retour entre lui et elle du coup. Et tu vois en fait un mec qui se perd là-dedans, qui commence déjà. C'est un mec qui parle beaucoup, c'est Jean-Pierre Léaud comme dans tous les films de la Nouvelle Vague, qui parle énormément, qui parle très très bien, qui séduit grâce à ça, mais qui finit par se perdre dans ça à partir du moment où les femmes commencent à parler en fait un peu. Il y a un peu de ça. Il y a un truc dans il devient de plus en plus médiocre, de plus en plus il n'arrive plus à parler quoi. À la fin du film, il finit par être totalement livide parce que en fait, il se rend compte que son stratagème, qu'il soit conscient ou pas, ne marche plus trop quoi. Bref, Jean Eustache trop fort par rapport à ça. Mais ça c'est vraiment le truc le plus par rapport à l'histoire quoi. Mais du coup, c'est un film de 3h30 et j'avais peur, comme tout le monde, on peut avoir peur de se dire what, faut que je lance 3h30 dans un truc, mais bon en vrai ça passe très très vite quoi. Et avec énormément de dialogue, genre c'est très 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 écrit comme je l'ai dit. Eustache, c'est quelqu'un qui demandait à ses acteurs de respecter à la ligne, à la virgule tout ce qu'ils devaient faire, et je vais expliquer pourquoi après, parce que c'est de la folie furieuse, genre c'est une dinguerie. Mais tu comprends en fait, tu recomprends on va dire l'intérêt de s'étirer sur la longueur, parce que ça crée sur le rapport qu'on a aux personnages. On voit d'autant plus que c'est des humains en fait. Le fait de les voir vraiment longuement, dans des longues scènes, dans des scènes différentes, répétitives, qui s'étalent sur des semaines des fois, on voit leur comportement qui évolue, ce qu'ils apprennent, des fois des choses qu'ils apprennent quelque part, qu'ils vont le redire à quelqu'un d'autre. C'est un truc qui est beaucoup présent dans les trucs de Sophie Le Tourneur aussi, ça vous connaissez. Et je trouve ça exceptionnel, vraiment les 3h30 sont, on va dire, justifiés, parce qu'en fait c'est très très dur dans un film d'1h40 ou de 2h de mettre tout ce qu'il y a dans La Maman et la Putain, tellement c'est riche quoi. Bref, film très très bavard, c'est assez intéressant de le dire par rapport à ce qui s'est passé juste après, son film d'après, mais je n'ai pas fini sur La Maman et la Putain parce qu'il y a un truc absolument fou, mais là c'est une dinguerie. En gros, il y a un truc assez dichotomique, c'est que d'un côté c'est très très écrit, mais c'est un peu filmé comme un documentaire, avec peu de budget dans les rues de Paris et tout. Et il y a une part documentaire dans ce film-là, comme dans tout le travail de Jean Eustache. En fait, je vais faire ma petite démonstration là, c'est parti. J'ouvre Photoshop, attendez. Parce que là, faut vraiment démontrer. Hop, ok. Ça va être très simple. Là, on a Jean Eustache. Ok, c'est le Jean-Jean, c'est le réalisateur du film. Il est totalement réalisateur de films, il réalise des films. Et bref, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est en couple dans les années 60 avec Françoise Lebrun, qui est une meuf qui n'est pas actrice à l'époque, qui est juste cinéphile. Ils se rencontrent à la Cinémathèque, ils tombent amoureux, ils se mettent en couple et tout. Mais au fil des années, qu'est-ce qui se passe ? Il rencontre Catherine Garnier, dont je n'ai pas de photo, force à elle. Et du coup, alors attends, je vais peut-être faire des petites lignes en vrai, pour expliquer, des lignes d'amour, attendez. Hop, donc là, on a, tac, un petit cœur, hop, Françoise Lebrun et Jean Eustache sont ensemble. Sauf que il finit par un petit peu, voilà quoi, aller vers Catherine Garnier avec un petit cœur aussi qui commence à se dessiner, quoi, le petit coquin. Et Françoise Lebrun, elle est pas contente. Du coup, elle se sépare de lui. Ok, sauf qu'il est amoureux d'elle. Et là, si vous avez vu le film, vous commencez à comprendre ce qui se passe là. Là, vous commencez à comprendre la dinguerie, c'est une folie. Bref, du coup, il va vivre chez Catherine Garnier, qui est une meuf qui a une boutique de vêtements à Montparnasse. Là, si vous avez vu le film, vous pétez un plomb encore plus. Okay, en essayant de reconquérir Françoise Lebrun, parce qu'il abandonne pas le mec, il rencontre Marinka. Ok, et il finit par tomber amoureux d'elle aussi.
Marinka qui est une infirmière. Là, vous commencez à péter un plomb si vous avez vu le film. Et bref, du coup, et c'est là que du coup Françoise Lebrun il n'arrive pas à la reconquérir dans la vraie vie. Enfin, il l'a fait quand même jouer dans un film, mais voilà, ils ne sont plus ensemble. Donc il y a un triangle entre Catherine Garnier, Jean Eustache et Marinka, du coup. Et bref, ça c'est la première étape de la vraie vie, le truc un peu fucked up. Et aussi dans la vraie vie, un truc de fou, 52 ans après le film, Charlie Kirk meurt. Et ça c'est fou. Il ne peut plus parler. Il est mort. Voilà. Et ça c'est fou. Bref, maintenant dans le film, dans La Maman et la Putain. Jean-Pierre Léaud, il joue en fait Alexandre. On peut clairement dire que c'est un double de Jean Eustache. Il y a même des passages où il a les mêmes lunettes que lui, et c'est vraiment en fait le réceptacle, on va dire, de tout ce que Jean Eustache a envie de dire, un peu comme Godard a fait avec Jean-Pierre Léaud, mais un peu comme Truffaut aussi a fait avec les films d'Antoine Doinel. Bref, Jean-Pierre Léaud, il joue Alexandre, ok ? Donc là, vous commencez à voir les rapprochements qui se passent. Alexandre, il se met en couple, enfin, le film ça passe après, mais il a été en couple avec Isabelle Weingarten, qui est une cinéphile, qui est devenue actrice, comme Françoise Lebrun. Bizarre, ok ? Et du coup, elle, son personnage s'appelle, si je dis pas de conneries, Gilberte. Ok, Gilberte et Alexandre ne sont plus en couple. Il essaie de la reconquérir, un peu comme Françoise Lebrun. Dès le début du film, il vit chez Bernadette Lafont, du coup, qui joue. Je sais pas si je suis clair, hein, dites-moi. Qui joue Marie. Donc là, vous commencez à comprendre un peu. D'ailleurs, je l'ai mal placé. Bernadette Lafont, elle va être là. Parce que là, vous voyez qu'en fait, il y a des ressemblances. Françoise Lebrun est une actrice. Gilberte est une actrice. Il est plus avec. Du coup, le cœur est brisé. Attendez, je l'ai mal fait. Je suis en train de me perdre tellement c'est difficile, mais vous allez voir comment c'est passionnant. Tac. Et lui, du coup, il va vers là. Et il vit avec elle, Bernadette Lafont, du coup, qui joue Marie. Donc là, on peut dire clairement, Isabelle Weingarten, c'est Françoise Lebrun, Bernadette Lafont, c'est Catherine Garnier. Et Jean-Pierre Léaud, c'est Jean Eustache. C'est pas fini. Hein. Là, c'est déjà, on se dit, ok, bon, il a reproduit des trucs, il a pris des actrices pour faire jouer des meufs qu'il a connues. Bref, c'est pas ça. Il a fait jouer Françoise Lebrun dans le film, ce malade. Sauf qu'il l'a pas fait jouer son rôle dans la vraie vie. Il l'a fait jouer le rôle de Marinka. Marinka, l'infirmière, qui se transforme du coup en Véronica dans le film. On dirait vraiment un fou qui explique une théorie du complot, mais c'est véridique tout ça, hein. C'est dans ses biographies, genre je suis pas malade, ok ? Et du coup, ce qui se passe dans le film, si vous l'avez vu, non, je suis pas fou, arrêtez s'il vous plaît. C'est que du coup, il vit avec Marie, donc Bernadette Lafont, il se sépare de Gilberte, on la voit pas trop dans le film, on la voit surtout au début, et en voulant reconquérir Gilberte, il rencontre Véronica, du coup Marinka, et il tombe amoureux d'elle, tout en vivant encore chez Bernadette Lafont, chez Marie, ok ? Le truc encore plus fou, c'est qu'au moment où il rencontre Véronica dans le film, donc Françoise Lebrun, qu'on voit là, il se trompe de personne, parce qu'il l'a eu juste une fois au téléphone et il ne se rappelle plus d'à quoi elle ressemble. Et en fait, il tombe sur une meuf dans un café, il fait « Excuse-moi, c'est toi Véronica ?» Non. Et cette meuf qui joue, la meuf avec qui il la confond, c'est la vraie Marinka qui joue dans le film. Donc là, on est sur de la folie. Donc Marinka joue son propre rôle. Donc déjà, il y a un truc de malade mental d'aller prendre son ex, enfin la meuf avec qui il était un peu en bail, quoi, pour la faire jouer un autre truc. Donc là, c'est de la folie. Et bref, c'est pas fini en plus. Ça, j'ai oublié de le mettre ici, du coup. Mais en gros, Gilberte, on la recroise à un moment du film avec un nouveau mec. Et du coup, tout le long du film, Jean-Pierre Léaud, il est en mode putain, t'es vraiment. Ton nouveau mec, c'est vraiment un connard, un droitard et tout, tu vois. Et à un moment, on fait juste un caméo où on les croise tous deux dans un supermarché. Elle est avec son nouveau mec qui est joué par Jean Eustache. C'est-à-dire qu'il se critique lui-même à travers Jean-Pierre Léaud. Il est complètement fou. Et c'est pas fini. Parce que tout le film se passe, on va dire, beaucoup dans les rues de Paris et dans un appartement qui est l'appartement de Catherine Garnier. Donc la vraie meuf aussi. C'est un malade. Donc Bernadette Lafont, du coup Marie, Catherine Garnier. Donc tout le film, on voit dans l'appartement qui est censé être celui de Marie, c'est l'appartement en réalité de Catherine Garnier parce qu'elle a travaillé sur le film en tant que directrice artistique. Donc elle faisait les costumes, elle faisait les décors et tout. Et donc il y a un truc complètement malade où en fait il a demandé à certaines personnes de jouer un autre personnage, d'autres personnes de venir dans le film pour faire des trucs. Enfin c'est un malade. Et du coup je trouve ça passionnant. On a parlé 4 viewers, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça exceptionnel parce que sur toute la cinématographie, non la filmographie de Jean Lestat, c'est ce truc là de les interprètes, les doubles, les acteurs qui vont réussir à se réinterpréter une histoire et la recracher différemment, et à quel point on est tous quand on est acteur de quelque chose, on est le fantôme du rôle d'avant en fait, tu vois. Et il y a même des citations dans le film que je vais dire après qui vont dans ce sens-là, quoi. Et c'est fou. Et pour le truc un peu plus triste, c'est que du coup Catherine Garnier qui a travaillé sur le film, selon un peu ce qui s'est passé sur le tournage, Bernadette Lafont, elle sentait qu'il y avait un truc bizarre, quoi. Pourquoi est-ce qu'on joue dans son appartement à Catherine Garnier alors qu'elle a souffert quand même, parce que c'est quand même elle qui souffre le plus dans le film, le personnage de Marie, et sachant que c'est Catherine Garnier dans la vraie vie, elle est en mode qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est horrible. Et en fait Catherine Garnier s'est suicidée genre quelques jours après la projection du film en laissant une note à Jean Eustache qui était en mode le film est génial, ne change rien, quoi. Du coup un peu sombre. Et même Jean Eustache s'est suicidé, je peux raconter aussi son suicide. Jean Eustache, cinéaste très très dépressif, il a essayé de se suicider déjà quand il a déserté pour la guerre d'Algérie, du coup il a été en HP. Moi je dis basé, mais bref. Et en gros à la fin de sa vie, il a toujours été très dépressif, ça sent dans son cinéma. Il a appris qu'il boiterait toute sa vie parce qu'il est tombé d'une terrasse en Grèce, je crois. Et du coup, il s'est tiré une balle dans le cœur en étant au téléphone avec une pote.
qui s'était endormi parce qu'en fait il appelait souvent les gens, il parlait et les gens les écoutaient quoi. Enfin ses potes l'écoutaient quoi. Il s'est tiré une balle dans le cœur, il a fermé la porte de sa chambre et il avait écrit frappez fort comme pour réveiller un mort. Du coup la mise en scène jusqu'au bout en fait, le truc de venir intervertir la réalité, le récit, le documentaire, enfin c'est ça qui prouve que c'est un chef-d'œuvre, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres raisons, mais ça, rien que le fait, ce schéma de fou là. Ah merde, on voit pas, par contre, j'avais pas vu. Françoise Lebrun, voilà. Bon, bref. Ce schéma de fou montre à quel point cette œuvre, elle est riche et elle est vraiment, genre, intime à un point. Genre, c'est son autobiographie, quoi. C'est ce moment-là, dans les années 60-70, où il est en triangle amoureux. Il a joué de ça avec plein de personnages et tout. Et je trouve ça absolument fou. Voilà quoi, le fait que Marinka fasse un caméo où elle joue elle-même, en fait c'est la meuf avec qui il confond la vraie Véronica, en fait elle fait le double qui imite, enfin bref c'est dingue. Et du coup il y a des citations dans ce film qui vont dans ce sens. Par exemple, à un moment Léo il est avec son pote, ils écoutent un vinyle et le mec il lui dit, il parle de Sarah Leander qui était une actrice et chanteuse, et il lui dit, parce que c'était une meuf qui a du coup en gros remplacé une autre chanteuse quand les nazis l'ont virée je crois. Et il dit du coup, comme toutes les imitatrices, elle est bien meilleure que l'original, elle ne traîne rien derrière elle. Donc ça va vraiment dans ce sens-là, quoi. Et donc c'est absolument fou. Et pareil, à un moment, il fait une anecdote où il parle de... Oui, c'est clairement Gaspard dans Condé, hein, c'est une catastrophe. Il parle du faux Belmondo. En gros, il y aura un personnage de sa vie, un peu comme on a des fois, on voit des gens dans une ville, on les voit tous les jours, ça devient des personnages de nos vies. Et en gros, le faux Belmondo, qui du coup réussit à devenir le vrai Belmondo tellement il imite bien. Et du coup, bref, c'est absolument dingue, je trouve ça trop fort. En fait, c'est vraiment qu'un film avec des fantômes au final, genre... Parce que du coup, le fantôme de Marinka est joué par Véronica, le fantôme de Catherine Garnier est joué par Bernadette Lafont, et le fantôme de Françoise Lebrun est joué par Isabelle Mangarten, et Jean Eustache, et lui-même, le fantôme est joué par Jean-Pierre Léaud. Enfin, c'est fou, quoi. Je savais pas qui c'est ce genre de truc. Ouais, non, mais je trouve que c'est très l'auto-corps, c'est plutôt l'inverse. Du coup, c'est elle qui est très Eustache-corps aussi, quoi. Mais en fait, les années 70 en France, c'était vraiment un truc d'expérimentation. Et en fait, moi aussi, je l'ai découvert. J'avais déjà trouvé le film très très fort en le voyant. Mais là, en plus, je suis en mode, mais what? Ça prend une dimension tellement forte. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste de fou quand je regarde des films et quand j'en parle en stream, de dire il faut que ce soit sous le prisme de la distanciation qu'on regarde les films. Parce que si jamais je regarde La Maman et la Putain et que je m'en fous de comment il a été fait, je m'en fous de l'œuvre d'Eustache et tout, et ben je le regarde, je l'aime quand même parce que je le trouve génial. Mais je suis en mode putain, c'est génial, je suis identifié, ça me rappelle Jean-Pierre Léaud quand moi j'ai failli pécho de meuf, bon bref. Mais ça va pas vraiment dans un truc très profond et transcendantal. Mais là, si jamais je me renseigne sur qui était Jean Eustache, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et que du coup tout le long du film je suis conscient que c'est un film, et que du coup que c'est des acteurs qui jouent des gens qui ont été dans son passé, quand tu sais ça, du coup le film prend d'autant plus une dimension absolument dingue, quoi. Et je trouve ça fou. Du coup voilà, important la distanciation au cinéma. Je lisais le livre de Paco Mtiaïman là. Je le lis en permanence parce que j'ai commencé mon nouveau taf aussi là. Je suis à ED au collège. J'ai commencé à le lire sur Twin Peaks. Paco Mtiaïman du coup qui parle beaucoup de Dante au début, c'est marrant. Dante l'écrivain, et qui dit que pareil, Dante c'est un des écrivains où c'est super important de savoir son processus. Comme je suis un cancre, je me rappelle pas de son processus donc je pourrais pas vous le dire. Mais bref, Jean Eustache c'est hyper important, comme en fait je pense tous les cinéastes. Parce que justement c'est ça qui permet de voir qui sont les médiocres et qui sont les bons. Voilà. Ouais, c'est le dernier. Ok, c'est la fin du cinéma en fait. C'est absolument fou. Mais ouais, du coup, La Maman et la Putain, je vous le conseille. Exceptionnel film avec beaucoup de trucs. Il y a déjà tout ce truc-là, du coup, mais même c'est ultra plaisant à voir. Avec il y a vraiment le truc qu'on voit comme dans tous les films avec Jean-Pierre Léaud de la Nouvelle Vague où ça parle beaucoup, ça dit des phrases exceptionnelles qu'on a envie de ressortir. Enfin, c'est trop bien. Eustache, du coup, comme j'ai dit, très très dépressif et très très contrariant, pardon, genre un peu petit con, un peu moi on va dire, littéralement moi. Non bref. Et du coup, il fait ce film-là. Déjà, ça fait une sorte de tollé à Cannes parce que en fait, La Maman et la Putain, ça se fait pas. En fait, il y a du sexe dans le film. Enfin vraiment, c'était pas vraiment la même époque. Même s'il y avait eu mai 68, il y a quand même un truc. Puis en plus, le film parle aussi de ça, en fait, de ce rejet de mai 68. Au final, voilà ce que ça a créé. Parce qu'une des scènes les plus connues de ce film-là, c'est le monologue de fin de Françoise Lebrun, où en gros, elle a une sorte de truc un peu nihiliste par rapport au sexe, en fait, de qu'est-ce que ça a pu créer, en fait. Mais c'est aussi important de montrer qu'il y a ces femmes-là qui existent et qu'en fait, elles peuvent très bien vivre leur vie comme elles le veulent. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de putain, en fait. Il a totalement détruit en 3h30 tout ce que les gens pensaient de manière misogyne, je trouve. Enfin, voilà, bref. Du coup, La Maman et la Putain exceptionnelle. Et du coup, il enchaîne, ce petit con, avec Mes Petites Amoureuses. Et en fait, là, il fait un film, La Maman et la Putain, qui est très immobile, très dans un appartement ou dans la rue, dans les mêmes endroits, dans les mêmes cafés, etc. Et très bavard. Et là, il enchaîne avec Mes Petites Amoureuses, qui est l'inverse total. C'est un film très mobile. Ça bouge partout. Déjà, le personnage bouge tout le temps entre Narbonne et Pessac. Je crois que c'est ça les deux villes. Il bouge énormément, il est tout le temps en vélo. Enfin, c'est un gamin, quoi, en fait. Donc, du coup, forcément, c'est déjà plus logique qu'il soit toujours à bouger. Voilà, il a du temps libre, quoi. Et du coup, c'est l'inverse. Il avait un peu ce truc, un peu comme Godard, il avait dit ça après à bout de souffle en fait là j'ai fait un film qui plaît à tout le monde et du coup ça me donne envie que mon prochain film déplaise. Et là du coup ça me donne envie de faire des films parce que là le fait que mon film me plaise, j'ai plus envie de faire du cinéma. Bon bref.
C'était des petits cons quand même, mais bref, mais je comprends totalement en vrai. Et du coup, il fait ce film-là, et en fait, ça parle du coup aussi un peu de son enfance, mais pas forcément dans le sens The Fablemans, là, film autobiographique et tout. Non, c'est un truc beaucoup plus profond, où déjà, en fait, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mes petites amoureuses, euh, tu le vois déjà rien que dans le début, où la manière dont l'époque est retranscrite, donc c'est censé être un peu l'enfance de Jean Eustache, dans les années, on va dire, 50, quoi, et ça se passe dans les années 50, mais les gens sont habillés comme dans les années 70. Et du coup, il y a un truc un peu hybride qui se crée, et qui montre qu'en fait, il est pas dans le but de vouloir recalquer l'époque, comme certains s'attellent à faire, et adorent le faire pour bander sur leur époque en disant c'était la meilleure époque, notamment... notamment qui avait fait ça, Tarantino, même si j'avoue que j'avais bien aimé Once Upon a Time, il y a vraiment de ça, notamment The Fablemans avec Spielberg, The Fablemans, pardon, et aussi il y avait un autre truc que j'ai même pas vu, de Sam Mendes, je crois. Bon bref, catastrophe. Mes petites amoureuses, rare film non fantasmé sur l'enfance, carrément, bien sûr, et en plus le truc c'est que c'est pas que son enfance, c'est ça qui est important. On parlait des fantômes dans le cinéma de Eustache, et là encore, c'est le fantôme de sa propre enfance. Et du coup, au lieu de représenter juste son enfance à lui, il représente un peu l'enfance en général. Qu'est-ce que c'est l'enfance? Et du coup, ça me fait penser, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais matrixé par Jacques Brel. Je regardais que des interviews de Jacques Brel. Heureusement, je suis pas devenu misogyne comme lui, j'espère. Mais bref, mais j'étais passionné, je trouve qu'il y a quand même des trucs super beaux qu'il dit. Et il a un truc à un moment, si je me rappelle bien, ça fait vraiment des années que j'ai pas vu ça, où il est en mode, pour moi, l'enfance, c'est pas forcément une époque, c'est un lieu, quoi. C'est un lieu où il fait humide, il fait gris, et les adultes. Je crois qu'il dit quoi? Il dit c'est un lieu, il fait humide, il fait gris, et les adultes disent des choses que je comprends pas, quoi. Bref, et du coup, il y a un peu ça, il y a un peu ce truc de vouloir plus retranscrire un sentiment de l'enfance plutôt que vraiment l'enfance de Jean Eustache de manière documentaire, quoi. Et du coup, bref, je trouve ça super beau. Et tu le vois aussi dans la narration. En fait, il y a une voix off, mais qui est utilisée de manière géniale parce qu'en fait, c'est la voix de l'enfant, mais qui parle au passé. Attends, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, la voix de l'enfant qui parle au passé. Genre, c'est censé être sa voix actuelle dans le film. Il doit parler au présent, quoi, s'il fait une voix off. Mais non, mais en fait, c'est parce que c'est Jean Eustache qui se reprojette, le fantôme de Jean Eustache, ou en gros le fantôme de l'enfant, je sais pas, c'est un peu les deux en même temps, qui se reprojette dans l'autre et qui raconte à sa place. C'est magnifique. Et bref, pareil aussi dans la narration, dans la manière dont c'est monté, dont c'est coupé. Les souvenirs sont très flous, vont un peu au gré de sa mémoire, quoi. Et parfois, des fois, t'as des scènes qui se coupent comme ça parce que tu sais pas trop, quoi. Et ça, j'avais adoré ça dans l'Aventura. Je vous conseille de le voir. Je pense que là, il va bientôt partir en VOD, j'espère, l'Aventura. Où vraiment, t'as un truc aussi, voilà, le film va au rythme de la mémoire. Et du coup, de manière un peu aléatoire, des fois. Donc, je trouve ça super beau. Donc, mes petites amoureuses, vraiment exceptionnelles. La voix off, voilà. Et puis, sinon, dans les thèmes, du coup, ça parle plutôt du passage de l'enfance à l'adolescence. Je crois que Jean Eustache disait que ça parlait de quelqu'un qui était très l'inverse de marginal, mais qui devient marginal. Parce qu'en fait, il commence en étant un enfant normal, il va à l'école et tout. En fait, il arrête l'école, il finit par travailler, il travaille dans un garage. D'ailleurs, on voit Piala qui arrive dans le garage, donc super caméo de Piala, j'ai adoré. Et il finit par s'intéresser aux filles. Et il y a un truc grave intéressant, moi je trouve, il y a une scène qui est proche de la fin, qui est vraiment. Bon, elle est horrible dans le sens où tu vois que les mecs sont vraiment des ordures, mais elle est quand même super bien faite et assez belle. Où en fait, tu vois que pécho des meufs quand t'as 14-15 ans, même je crois qu'il y en a des un peu plus âgés, ça devient une sorte de truc militaire, quoi. Où t'es en mode. En fait, il y a deux meufs qui se baladent dans la rue. La rue à l'époque c'était dans la campagne, donc sur une route, quoi, et eux ils sont 6, tu vois, et du coup ils sont en mode allez vite, là on profite que les 4 autres ils soient en train d'aller boire ou d'aller pisser, et nous on va courir pour aller rattraper les meufs, comme ça eux ils sont pas à nous emmerder, quoi. Et en vrai tu vois vraiment il y a une tension qui se crée où ils ont pris de l'avance, mais que tu vois les 4 autres qui arrivent derrière et ils sont en mode putain vite les ennemis, quoi, les ennemis sont arrivés, faut vite se retrancher et draguer avant qu'ils arrivent, quoi. Et c'est très bizarre à regarder. Cette scène là je la trouve super intéressante, quoi, parce que tu vois vraiment la toxicité, à quel point ils sont alignés dans ce truc de ouais faut pécho des meufs et tout, puis ils disent des trucs horribles en plus, hein. Enfin, il y en a ils passent leur journée à être dans des cafés et siffler des meufs, et on en a vu des gens comme ça, quoi, des vieux gars comme ça, tu vois. C'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas pour les condamner, non, et non plus pour dire que c'est bien, mais en tout cas ils existent, faut les montrer et voir aussi qu'est-ce que ça crée comme truc assez marrant à filmer, parce que c'est très très bien cadré cette scène du coup dont je parle, où ils se retrouvent à 6 pour 2 meufs et du coup ils se battent un peu pour la dernière meuf qui a pas encore été prise par un autre. Enfin, c'est catastrophique, hein, mais cette scène est vraiment bien, je vous encourage à voir ce film rien que pour ça. Donc voilà, donc ça c'était mes petites amoureuses. Et du coup le dernier film que j'ai vu de Jean Eustache, c'est Une sale histoire, et ça c'est un truc un peu plus spécial, c'est le truc le plus théorique, quoi, le plus analytique de Jean Eustache. C'est en deux parties de 25 minutes, je crois. La première partie, en gros, c'est bizarre moralement, hein, je tiens à le dire quand même, hein, je ne cautionne pas, hein, mais voilà, mais c'est intéressant de montrer ça. Bref, il y a 2 parties, une partie documentaire, une partie fictive. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez, vous faites dans l'ordre que vous voulez. La partie fictive, du coup, c'est un acteur qui se réapproprie l'histoire de la partie documentaire, qui est en gros un mec que Jean Eustache connaissait. Et il raconte comment, il y a quelques années, il a profité dans un café, comme plein de mecs de l'époque, qui avait un trou dans un mur pour regarder les meufs pisser, en fait. Donc, bizarre. Déjà, moralement subversif comme film. Mais il s'arrête pas là. Genre, il est assez intéressant, pas parce que simplement c'est un truc subversif, voilà, la morale et tout. Non,
il y a un truc vraiment intéressant de parallèle où en gros, il interroge surtout le rapport au voyeurisme. Déjà, si on prend juste la partie documentaire, on va dire, on prend la première partie où c'est juste quelqu'un qui raconte cette histoire-là, et ben en fait, il raconte du coup qu'il a commencé à y prendre du plaisir. En plus, il a une manière de le raconter un petit peu romancée, un petit peu rigolote, quoi. Donc tu vois déjà le truc de toujours les fantômes, en fait, se réapproprier les histoires qu'on a vécues ou qu'on n'a pas vécues, et du coup d'en créer une sorte de narration, et c'est super beau. En vrai, je trouve quand même si c'est une horrible histoire, une sale histoire qui est racontée, tu vois que le mec il en joue en fait. Il voit qu'il y a une audience qui l'écoute et qu'il aime bien le raconter et il se replonge un peu dedans. Et il y a un truc intéressant, du coup, c'est ce truc sur, en gros, l'œil, on va dire le trou dans la porte devient un peu l'objectif de la caméra. Et en fait, t'interroges un peu ton plaisir aussi à regarder ça. Parce que moi, j'ai pris du plaisir à voir ce mec raconter ces trucs horribles. Donc pourquoi ? Parce que je suis un malade ? Non, je pense pas, parce que je pense que plein de gens aimaient le film, et je l'ai vu, tu vois, que plein de gens aimaient le film. Une sale histoire vraiment fou sur le voyeurisme. Est-ce que le cinéma n'est pas du voyeurisme au final ? Est-ce que genre regarder des gens qui jouent des histoires au final qui sont forcément un peu basées sur la réalité, surtout dans le cas du cinéma de Eustache, c'est pas du voyeurisme ? Quand on regarde La Maman et la Putain, en fait on voit la vie de Jean Eustache. Après bon, il a décidé de le mettre en scène. C'est pas comme les meufs qui ont juste voulu aller pisser dans les chiottes et qui se sont faites totalement j'ai pas de verbe, mais genre en gros elles ont subi du voyeurisme, quoi. Mais il y a un truc un peu de nous, que ce soit documentaire ou pas, on aime bien regarder ces images là, quoi. Le fait de pas les images des meufs qui pissent, attention. Mais bref, du coup c'est intéressant pour ça. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire aussi par rapport à ce film là, mais oui voilà, du coup il y a la deuxième partie qui arrive après. Donc en fait moi j'ai commencé avec la partie de l'acteur et après j'ai regardé l'inverse, mais j'aurais dû commencer par, je pense, la vraie histoire. Et après t'as un acteur qui rejoue la même scène. Donc la scène qu'on a vue avant pendant 25 minutes, c'est le mec qui raconte à 5-6 personnes en soirée cette histoire là. Et en gros, deuxième partie documentaire, c'est un acteur qui reproduit cette scène là devant d'autres acteurs qui rejouent en gros juste le fait de raconter l'histoire. Et tu vois aussi un truc intéressant, c'est que c'est pas pareil, quoi. Quand c'est un acteur qui se réapproprie l'histoire, c'est différent. Déjà, c'est plus court. Donc peut-être non, c'est plus long, je crois. Je sais plus. Ouais, Michael Lonsdale. Je sais pas si c'est plus court ou plus long. Attendez, je vais quand même vérifier parce que ça m'intéresse quand même. Mais il y a vraiment un truc ça dit quelque chose, le fait que ce soit plus court ou plus long, parce qu'en fait tu vois qu'on raconte pas les mêmes histoires en fonction si on les a vraiment vécues ou si on les a pas vécues, quoi. Ouais, c'est le réel qui est plus court, on est d'accord, parce qu'on a tendance à vraiment en fait expédier, quoi. En fait on l'a déjà raconté plein de fois. Moi quand je raconte une anecdote, merci pour le follow James, quand je raconte une anecdote comme j'en raconte très souvent parce que j'adore faire ça, en fait je les peaufine avec le temps, elles s'éloignent de plus en plus du réel, je vais forcément les retravailler, voir quels sont les éléments de chute, quels sont les éléments où je peux faire en sorte qu'il y ait vraiment un truc où je vais surprendre l'audience. Et du coup tu sens que vraiment quand il raconte Jean-Noël Pic, je crois qu'il s'appelle comme ça, son histoire qu'il a vraiment vécue, en fait là il y a pas seulement juste l'acteur comme dans la version documentaire qui est vraiment bien aussi, hein. Mais il n'y a pas juste l'acteur qui raconte un truc qu'il a appris, il y a un truc de j'ai vécu ça et j'ai un plaisir à le raconter et à voir dans la réaction des autres comment je peux les choquer ou pas, quoi. Et je trouve ça super par rapport à ça aussi. Donc une sale histoire, vraiment très très bon film. Du coup tu vois tout le truc de Jean Eustache, quoi, par rapport au fait de... Pareil, tu vois, comme dans La Maman et la Putain, intervertir des têtes, quoi. Faire jouer par une personne qu'on a déjà vue aussi et voir ce que ça crée, quoi. Enfin, je trouve ça trop fort. Ça trop fort. Voilà, bref.